Salut les amis, salut les petits loups. Vous vous rappelez que j'avais une amie qui m'avait demandé qu'est-ce qu'elle pouvait choisir entre un FX et un DX. Eh bien, c'était pas tout. Oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo FX contre DX, mais j'allais pas juste dire à mon ami, bon ben voilà, le système FX a plus d'acuité que le système DX dans les dents, et hop, c'est parti. Ce serait mal me connaître. Quand je parle photo, je suis quasiment intarissable. Je lui ai donc parlé des avantages et inconvénients du système DX et FX. Alors, comme j'ai pitié de vous, dans cette vidéo, je ne parlerai que du système DX, donc APS-C. De mon point de vue, toujours, c'est moi qui vois les choses à travers mon expérience. Donc, les avantages du DX sont la compacité, la légèreté des boîtiers et des optiques, le tout étant plus léger que le système FX. Le prix peut être parfois moins élevé, et encore que pour le Z5, comme on l'avait vu la dernière fois, le prix était équivalent à celui du FC. Donc, le cadrage obtenu est multiplié par 1,5, ce qui est génialissime pour la chasse photographique. Alors ça tombe bien, parce que ma copine voulait faire des photos de chamois et de marmotte, petite bête farouche s'il en est. Ce qui aurait pu paraître comme handicapant, l'acuité du capteur, légèrement moins bonne que le FX, pourrait être un avantage sérieux pour les portraits plus doux. Quant aux fans du bokeh, eh bien là, ils sont servis parce qu'avec la multiplication 1,5 du crop, eh bien, on obtient un flou beaucoup plus rapidement. À l'inverse, si l'on veut beaucoup de profondeur de champ, on est un poil pénalisé au titre des inconvénients. On peut aussi constater que le 16-50 est un 24-70 et non pas un 16. On peut déplorer un manque de vrai grand angle, style 20 mm. Pour l'instant, le système Z pour les APS-C s'arrête au 24 mm avec le 16-50. Il y a un 28 mm qui sort, mais a priori, je pense que c'est pour les FX, les pleins formats. Quant au tenant des grands angles, on va dire qu'on fait deux photos, par exemple pour un paysage, on fait deux photos que l'on superpose sur 1 cm par exemple, et on obtient l'angle de champ d'un 12 mm. Ok, certains me diront, ouais, c'est pas pareil. Enfin bon, bref. On va dire que on peut éventuellement se dépanner. C'est vrai que c'est pas un très grand angle, mais bon. Subjectivement, il y a la taille des pixels, car on a une moins bonne acuité que sur le système FX. Mais comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je crois que c'est ici, si l'on considère que le plein format est à 100, la PSC est à 98, donc %. Donc bon, c'est pas dramatique. Les fichiers peuvent être légèrement plus légers, en mégaoctets. Pour ceux qui aiment les boîtiers stables, la légèreté accompagnée d'un manque de stabilisation du boîtier pourra être un sérieux handicap, notamment en chasse photographique avec de longues télé. C'est pas faux, c'est pas faux. Les constructeurs, Dieu seul sait pourquoi, n'ont pas daigné mettre de la stabilisation dans leur boîtier. En tout cas, Nikon ne l'a pas fait. Donc quand on achète un Z50, est-ce que l'on n'aurait pas droit également, comme avec le plein format, au stabilisateur? Alors peut-être que ça élèverait le prix d'achat. En tout cas, Panasonic, lui, avec son GH5, l'a fait, la stabilisation. En ce qui concerne les accessoires, bon, ce sont les mêmes. Même bague FTZ, même flash. De mon point de vue, c'est à peu près tout ce que je vois comme différence entre avantages et inconvénients. Voilà, vous avez quelques clés supplémentaires pour faire votre choix. Maintenant, reste à vous de faire de bonnes photos. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Merci pour votre écoute et à très vite.